Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo témoignage. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je pense que ça peut vous être utile, mais j'ai besoin de vos retours pour savoir quel genre de vidéo faire. Alors donc aujourd'hui je suis en Croatie et je vais vous présenter mon amie Noémie. Elle va nous parler de son expérience en tant que prof de FLE en Croatie. Donc voilà, je voulais vous présenter Noémie pour qu'elle vous parle un petit peu de son expérience. Donc voici Noémie, est-ce que tu peux te présenter peut-être pour voilà, savoir qui tu es? Donc je m'appelle Noémie, j'ai 27 ans et je suis originaire de Bourgogne, donc près de Lyon. Et voilà. Du coup ça fait combien de temps que tu es en Croatie? Là, ça va faire ma 3e rentrée. Ouais. Et je suis professeure de FLE, donc de français langue étrangère, depuis 2 ans. D'accord, ok. Et une question que j'ai souvent de la part des gens qui nous regardent, c'est les études qu'on a fait pour être prof de FLE. Donc toi, ton parcours, c'est quoi? Alors, j'ai d'abord fait un bac L, un bac littéraire. Et ensuite, j'ai choisi de faire une première année de prépa littéraire, donc Hippocagne, à Lyon. Ensuite, je suis partie directement en deuxième année de licence d'allemand. J'ai fait une petite pause dans mes études. Je suis partie en Allemagne pour travailler et ensuite je suis revenue à Bordeaux faire le Master FLE. Voilà, donc c'est là qu'on s'est rencontré avec Noémie dans le Master FLE de Bordeaux. Et vous le savez, je vous l'ai déjà dit, dans le Master FLE de Bordeaux, nous on a 2 stages, un en Master 1 et un en Master 2. Du coup, est-ce que tu peux parler un peu de tes expériences de stage, où tu les as fait, ce que tu as fait? J'ai fait mon premier stage donc, de M1 en Argentine. Je sais, je suis allée la voir. Exactement, quand toi tu étais au Brésil justement. Donc je l'ai fait dans une école de langue à La Plata, donc c'est à 1 heure au sud de Buenos Aires. Donc là je donnais des cours de FLE pour des adultes. Et en parallèle, je faisais aussi une partie de mon stage à l'université de La Plata, où là en fait je donnais des cours en espagnol à des étudiants qui n'ont jamais appris le français et qui en fait avaient besoin de travailler sur des textes ou des articles scientifiques en français pour en fait leur travail de recherche, des choses comme ça. Donc c'était des étudiants qui étaient en licence d'histoire, de géographie, de sociologie et qui à travers leur parcours avaient besoin de comprendre des textes en français. Donc moi je les aidais à mettre en place des stratégies pour comprendre, voilà. D'accord. Donc c'est vraiment comment comprendre un texte, un article scientifique quand on est natif espagnol mais qu'on ne parle pas français. Exactement, c'était ça. Génial. Ok. Et ton M2 du coup, ton stage? J'ai fait mon stage de M2 à Malte. Donc là c'était vraiment différent mais c'était très riche et très complet. J'avais des cours de FLE pour des adultes. J'avais des cours de FOS, donc de français sur objectifs spécifiques, spécialisés dans les relations internationales pour des diplomates du ministère des Affaires étrangères de Malte. Et en parallèle de ça aussi, j'avais des missions d'ingénierie pédagogique où j'ai mis en place en fait une formation en ligne sur la plateforme Teams, pour des apprenants qui vivaient sur les autres îles de l'archipel de Malte. Donc ils ne pouvaient pas venir à l'Alliance française de Malte, donc on faisait des cours en ligne pour ça. Ok, donc super complet. C'est vraiment ce que j'aime dans notre parcours, d'avoir pu faire ces stages, ces 2 stages, d'avoir vraiment acquis une expérience. Tu vois, toi, tu as vraiment, au travers des 2 stages, fait 2 choses totalement différentes. C'est hyper complet. Et très enrichissant aussi. Non, ça c'est sûr. Et du coup, en M2, on a un mémoire à faire à la fin du master. Toi, tu l'as fait sur quoi, ton mémoire? J'ai travaillé sur le thème des représentations. Donc, en fait, c'était comment comprendre, s'intéresser à la langue et à la culture des apprenants, comment les intégrer en fait dans la classe et comment s'en servir pour les aider à modifier de façon positive leur représentation du français, donc tout ce qu'ils imaginent sur le français, les images qu'ils ont, les difficultés ou les facilités qu'ils se représentent du français, et favoriser leur apprentissage de la langue justement. Ça c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais la représentation qu'on a d'une langue va freiner ou faciliter l'apprentissage, c'est hyper important. Et donc tu as fini ton master, ton mémoire.
Et après, tu as enchaîné directement sur une expérience pro. Est-ce que tu peux peut-être nous dire les expériences professionnelles que tu as eues après le master? Et je sais que tu en as eu avant, donc peut-être parler de tout ça. Alors en fait, donc, comme je le disais, j'ai fait une pause entre ma licence et mon master. Ouais. Et je suis partie faire de l'assistanat en Allemagne, donc avec le programme du CIEP. Ok. Le programme du CIEP, j'ai fait une vidéo dessus. Maintenant, ça s'appelle France Éducation Internationale. Donc vous pouvez aller voir la vidéo, je vais vous mettre le lien sur le programme assistante de français à l'étranger avec France Éducation Internationale. Donc toi tu l'as fait en Allemagne? Oui, j'ai fait une première année en Allemagne de l'Ouest, dans une petite ville qui s'appelle Hildesheim, près de Hanovre. Là j'étais aussi dans un lycée et je l'ai fait une deuxième année parce que j'avais vraiment adoré l'expérience. Et je l'ai fait en Allemagne de l'Est, à Dresde. Donc c'était totalement différent, mais j'ai tellement aimé que voilà, j'ai vraiment voulu renouveler l'expérience. C'est vrai que c'est une chouette expérience pour découvrir le métier, pour avoir une première expérience. Et en plus, c'est hyper valorisé après parce qu'on demande en général une expérience pour intégrer le Master FLE. Ouais, exactement. Et c'est pas si vite après, une fois qu'on a eu. Puis même, c'est hyper enrichissant personnellement, quoi. Oui, exactement. Et en plus, ça nous permet d'avoir une première expérience professionnelle parce qu'on est, entre guillemets seulement assistant, donc on peut découvrir le métier. Et moi, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai vraiment été sûre à 100% que je voulais être prof de FLE, quoi. Ça m'a vraiment confirmé l'idée. D'ailleurs, en parlant de ça, comment est-ce que tu as su que tu voulais être prof de FLE? Comment est-ce que l'idée t'est venue? Parce que c'est pas un métier qu'on connaît très très bien. Non, c'est vrai. C'est en fait quand j'ai fait mon stage de 3e au collège. Ça remonte un petit peu. Je l'ai fait au sein d'une école maternelle. Et quand j'expliquais à ma tutrice que j'adorais l'enseignement, mais que j'aimais aussi beaucoup les langues et que j'aimais beaucoup voyager, et elle m'a parlé du métier de prof de FLE. Elle m'a imprimé la fiche Wikipédia. Nice. Et quand je l'ai lu, j'ai dit mais oui, mais c'est exactement ça que je veux faire. C'est ça, quoi. C'est ma vocation. Et depuis, j'avais toujours cette idée en tête et voilà. Tu l'as suivi. Voilà, exactement. Et du coup, te voilà en Croatie. Ouais. Donc là, tu entames ta 3e année. Exactement. Comment est-ce que tu as trouvé ce poste? Alors en fait, quand j'étais en train de rédiger mon mémoire de M2, je regardais un peu les offres d'emploi. Et si j'avais pu, j'aurais voulu rester à Malte où je faisais mon stage, mais il n'y avait pas de poste disponible, il n'y avait rien. Mais du coup, je voulais quand même rester en Europe, mais dans un pays que je ne connaissais pas encore. Donc du coup, je regardais un peu et j'ai vu cette offre d'emploi pour la Croatie. Il y avait différents postes, donc bon, j'ai postulé, j'ai envoyé ma candidature et j'ai été très vite recontactée. Et ils m'ont demandé de choisir lequel je préférais. Et donc voilà, j'ai demandé pour le poste à Zagreb. Et ils m'ont recontacté quelques jours plus tard. Ils m'ont dit que j'étais prise. Donc voilà, c'était en mai que ça s'est passé. Et puis j'ai pu commencer à la rentrée de septembre. D'accord. Donc en fait, ça a été un recrutement assez facile, sans entretien forcément. J'ai seulement eu un entretien téléphonique. Génial, top. Comme quoi, il y a des opportunités. Hein. De toute façon, le FLE, on en parle souvent avec Noémie, c'est une question d'opportunité. Il faut aller les chercher, mais il faut aussi rester ouvert à plein de possibilités. Donc ça, c'est top. Et du coup, sur ton poste de prof de FLE à Zagreb, quel type de contrat est-ce que tu as au niveau, tu sais, de la durée, du statut, des écoles dans lesquelles tu enseignes? En fait, j'ai un contrat à durée déterminée d'1 an qui peut être renouvelé 3 fois maximum. Et mon employeur principal, c'est le ministère de l'Éducation croate. Donc avec eux, j'ai ce contrat-là. Mais j'ai à côté une convention avec l'Institut français de Croatie. Et pour eux, j'ai quelques missions, donc notamment avec le DELF. On fait passer les examens du DELF, on corrige les DELF. Et on a d'autres missions de formation de formateurs aussi. Donc on participe et on crée des ateliers de formation pour les profs croates. Et sinon, en fait, avec le contrat pour l'éducation, le ministère de l'Éducation croate, on a 20 heures de cours par semaine. Et je travaille dans 4 écoles différentes. Donc, j'ai une école primaire, un lycée linguistique et 2 sections bilingues. Ah ouais, t'as vraiment un public varié. J'ai un public varié qui va d'élèves de 9 ans jusqu'à 18 ans, donc du CM1, ce qui correspond au CM1 ici, jusqu'à la terminale. En même temps, c'est génial que ça te fait vraiment de la diversité. Ouais, vraiment, c'est ça qui est aussi très enrichissant. Et dans le FLE, on a cette possibilité de travailler avec des publics tellement différents, tellement variés. C'est ce que j'apprécie le plus.
Surtout qu'en parallèle, je travaille aussi pour l'Institut français où j'anime des ateliers de conversation. Donc là, plutôt pour des étudiants et des adultes. Donc ça fait que j'ai un panel très divers et aussi du coup des enseignements très différents. Donc ça, c'est vraiment génial. Bah, tu t'ennuies pas en fait. Non, c'est ça. Tu peux tout le temps te renouveler et ça, c'est vrai que c'est un des points positifs du métier. Ouais. Et au niveau de ce contrat, déjà en fait dans le FLE il y a plusieurs statuts. Donc toi, quel est on va dire ton statut en Croatie, ton type de contrat, et est-ce qu'il te permet de bien vivre en Croatie? Alors là, j'ai un contrat local, puisque c'est le ministère qui m'embauche. À la différence d'un contrat d'expatrié, elle a un contrat vraiment du pays, c'est-à-dire local en fonction des conditions de travail du pays. Donc j'imagine que les vacances, la rémunération, vraiment ça dépend de... Ça dépend totalement des lois locales. J'ai les vacances des Croates, j'ai un salaire qui correspond aussi au niveau de vie croate. Donc ça serait pas du tout, avec ce salaire je pourrais pas vivre en France, mais ici en Croatie je peux très bien vivre. C'est un peu comme un prof, tu me disais. Ouais, voilà, c'est un peu moins qu'un prof titulaire croate, mais ça nous permet de vivre. Enfin, je veux dire, j'ai des activités extra-professionnelles. Je peux bouger le week-end, j'ai pu voyager pas mal en Croatie ou même dans les pays voisins. Enfin, non. Donc, c'est la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'on peut enseigner le FLE et vivre? Bah là, la réponse est quand même claire. C'est tout à fait possible de vivre dans un pays et voilà, d'enseigner le FLE. Oui, c'est ouais. À quoi ressemble ton quotidien de prof de FLE en Croatie? Dis-nous tout. Alors, c'est pas désagréable du tout, à vrai dire. On a un cadre plutôt sympa. C'est sympa. On est sur une île croate. Et écoutez, on est tout seul. La vue est plutôt sympa. Donc, franchement, ça a l'air plutôt nice. Non, c'est vraiment cool. Même à Zagreb, qui est quand même la capitale, il y a vraiment un très bon cadre de vie et il y a une bonne qualité de vie, en fait, je dirais. Après, il y a quand même le quotidien professionnel, donc on travaille. Mais il y a une particularité à Zagreb, c'est que une semaine sur deux, on a un rythme différent. C'est-à-dire qu'une semaine, on va travailler le matin, donc de 7h, ça peut commencer de 7h à 8h, jusqu'à 14h. Et l'autre semaine, on va commencer vers midi, 13h, et on peut finir jusqu'à 18, 19, voire 20h parfois. Ok. Et en fait, ça s'explique parce que deux écoles louent le même bâtiment. Ah, c'est original. Voilà, donc une école va le louer le matin et l'autre école l'après-midi. Et donc il y a un roulement. Donc c'est un rythme à prendre. Au début, c'est pas forcément évident, mais après, on s'y habitue bien. Mais c'est vraiment spécifique de Zagreb. Ok, d'accord. Donc c'est hyper intéressant parce que tu travailles avec une différente... t'apprends à t'adapter en fait à une différente culture éducative. Oui, exactement. Puis il y a aussi un nouveau rythme. Ouais. Donc généralement, j'anime, je fais mes cours soit le matin, soit l'après-midi, mais après il me reste du temps la semaine pour faire ce que j'ai envie. Et après ça, c'est mon organisation personnelle, mais je préfère vraiment préparer tous mes cours le week-end, comme ça la semaine je suis tranquille. Parce qu'il y a quand même les corrections, etc. aussi à prendre en compte. Donc, oui, il y a le travail en plus des heures de cours. Ouais. Et en restant sur le thème de la culture éducative, comment est-ce que tu définirais un public apprenant croate? Les caractéristiques, tu vois, au niveau de la culture éducative, hier on a parlé des notes, mais tu vois, au niveau de la culture aussi, est-ce qu'on travaille plus à l'oral? Est-ce qu'il y a vraiment une notion de hiérarchie entre le prof et ses élèves? Est-ce qu'au contraire c'est plutôt proche? Alors, je dirais que c'est un juste milieu parce que il n'y a pas vraiment une hiérarchie, mais il y a quand même un grand respect pour le professeur et il y a vraiment, il n'y a pas de travail de discipline à faire. Ils sont très disciplinés, il n'y a pas de manque de respect ou de choses comme ça. Mais en même temps, il y a quand même un certain lien de proximité. Déjà parce que les élèves ont leur professeur durant toute leur scolarité. Par exemple, il y a 4 ans au lycée ici, et ils vont avoir le même professeur de français pendant ces 4 ans. Donc il y a vraiment, on connaît très bien nos élèves et donc il y a un certain lien qui se crée en fait. Donc il y a ça, mais à côté de ça, il y a quand même une certaine distance. C'est pas, il n'y a pas non plus un lien d'amitié comme on pourrait avoir, par exemple, je me rappelle en Argentine, ils étaient vraiment très proches quand même. Au-delà de ça, ils travaillent beaucoup sur l'oral. Et une chose qui est aussi assez intéressante, c'est qu'ils ont beaucoup de connaissances à apprendre. Ah oui. Ils ont beaucoup de matières. Par exemple, dans la 3e année de lycée, ils ont 17 matières. Donc c'est quand même vraiment dense.
Mais ils vont voir ces connaissances de façon un peu superficielle. Ils Ah rentrent moins dans les détails comme nous, par exemple, comme en France. Moins l'esprit critique que nous, du coup. Un peu moins, ouais. D'accord. Et on parlait des notes, tu peux expliquer le système de notation Alors, c'est se noter sur 5 points. Ouais. Donc, les notes vont de 1 à 5, 5 étant la meilleure. S'ils ont 1, c'est qu'ils ont échoué à l'examen. 2, ça correspond à 60% de réussite. 3, 70, 4, 80% et 5, 90%. C'est intéressant de voir comment chaque pays a construit sa manière de noter ses étudiants. Ouais. C'est hyper intéressant. Et après, au niveau de ta vie en Croatie, venir t'installer en Croatie, au niveau de trouver un logement, apprendre la langue si tu l'as apprise, comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Ça s'est fait de façon assez naturelle. Oui. C'était pas trop compliqué, on va dire. Avant d'arriver en Croatie, j'ai rencontré une famille franco-croate qui habitait dans un village près de chez moi en Bourgogne. Et le père de famille m'a appris en fait quelques bases en croate. Et aussi c'est parce que j'adore les langues, donc je voulais apprendre le croate, ça c'est sûr. Et il m'a parlé. C'est plus facile pour s'intégrer. C'est plus facile pour s'intégrer et je pense aussi que c'est plus facile pour adapter son enseignement ensuite. Ouais. Parce que quand on connaît leur langue maternelle, ça nous permet de savoir qu'est-ce qui pourrait être des potentiels obstacles, mais aussi qu'est-ce qui pourra faciliter leur apprentissage. Et vraiment, moi ça je pense que c'est une étape essentielle en fait. Et moi ça m'a beaucoup aidé pour m'adapter. Au moins de s'y confronter, pas de forcément pas forcément, mais... voilà, c'est pas obligé de l'apprendre, mais juste de s'intéresser à quel type de langue c'est. Enfin, ça je pense quand même que ça aide vraiment pour transmettre aussi la langue. Oui. Et donc après je me suis beaucoup intéressée aussi à la culture, à l'histoire du pays. Et justement par rapport à ça, est-ce que à l'heure actuelle, après 2 années complètes et t'entames ta 3e année, est-ce que tu peux dire qu'il y a des choses que tu apprécies dans la culture et d'autres que tu apprécies moins? Je pense que plus je la connais, plus je l'apprécie. Parce que je la comprends en fait. Il y a des choses au début que je comprenais pas forcément. Par exemple, les gens sont pas forcément toujours très souriants au premier abord, mais parce que c'est fait partie de leur culture, c'est comme ça. Mais ils sont ultra généreux, ultra chaleureux, très accueillants. Et ça s'explique aussi par leur histoire, très solidaire les uns aux autres. Et ça, ils nous intègrent vraiment directement. Et en fait, plus on s'intéresse à eux, plus ils nous font découvrir des nouvelles choses et plus on les comprend. Et en fait, il y a une histoire et une culture très très riche ici. C'est hyper intéressant ton discours parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en vivant, en se confrontant à une nouvelle culture et en s'imprégnant et en vraiment vivant dedans, ce que tu développes, c'est une sacrée compétence interculturelle. Oui, ça c'est sûr. Et je pense qu'on la transmet à nos élèves, peut-être pas volontairement, mais ça leur permet aussi de s'ouvrir aux autres cultures. Totalement. Et de prendre conscience aussi de la richesse de leur propre culture et de leur propre langue. S'intéresser à eux, ça les met vraiment en valeur. Je suis d'accord. Et tout autre sujet, 2020 a été une sacrée année, à ce que j'ai compris, en Croatie. Ouais. Vous avez eu le Covid, pardon, mais vous avez eu aussi un tremblement de terre. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces événements, comment ils ont été vécus en Croatie? En fait, il y a eu le Covid qui a aussi bouleversé beaucoup de choses ici. Donc en fait, on n'a pas eu un confinement aussi strict qu'en France. Ce qui s'est passé, c'est qu'en mars, ils ont décidé de fermer les écoles. Donc, on commençait à passer à l'école en ligne. Ouais. Donc, on travaillait via Zoom ou via Moodle, des choses comme ça. Et quelques jours après, il y a eu un énorme tremblement de terre à Zagreb. Donc, ce qui fait que là, ça a tout chamboulé. Le Covid, on a un peu mis de côté. Et l'objectif, c'était de surmonter tous les dégâts, de faire attention à ce que tout le monde aille bien, que les élèves soient en sécurité, qu'ils aient un toit, de l'électricité. Enfin voilà, il y a vraiment eu une petite période de pause, on va dire, dans tout ça où fallait s'assurer que tout le monde aille bien. Et comme ça continuait de trembler pendant un petit moment, c'était la sécurité en premier. Après, on a repris progressivement les cours en ligne parce que ça permettait aussi aux élèves de s'évader un peu, de retrouver une normalité dans ce qui était un peu un chaos en fait. Ouais. Et voilà, donc les cours en ligne ont duré jusqu'à fin mai, sachant que nous, on avait toujours le droit de sortir. C'était moins strict. C'était beaucoup moins strict. On n'a pas d'attestation, pas de couvre-feu. Et vous n'avez pas eu après les confinements que nous on a eu? Non, on n'a pas eu d'autres confinements. D'accord. Il y a juste eu les lieux publics qui ont fermé aussi. Ouais. Mais au-delà de ça, non. Ouais. C'était moins strict.
Comme quoi il peut arriver des événements comme ça qui chamboulent le quotidien et qui demandent aussi, là pour notre cas, aux enseignants d'adapter toutes leurs pratiques parce que l'environnement a tellement changé qu'on est obligé. Ah oui, et ça a été vraiment un grand challenge, changer les pratiques. Beaucoup de mes collègues ici n'avaient jamais fait de cours en ligne, ce qui est totalement normal. Elles n'avaient jamais été confrontées à ce genre de situation. Donc là, il a fallu tout adapter. Et on a été aussi beaucoup solidaires les uns envers les autres parce qu'on se donnait des conseils, on se disait comment on faisait. Et ça a été vraiment il y a eu des côtés positifs à ces changements forcés, on va dire. Ouais. Et pour conclure cette vidéo, est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui nous regardent, qui soit décident de devenir prof de FLE, se forment ou se font une reconversion? Est-ce que tu as des petits conseils à donner? Je dirais qu'il faut suivre en fait ses envies. Enfin, si vous avez envie de partir à l'étranger pour enseigner, vraiment faites-le, lancez-vous, même si ça peut faire peur. Nothing is impossible. Ça c'est sûr. Et alors ok, ça demande beaucoup de temps, de l'énergie, parce que s'intégrer dans un pays, c'est quand même à vous de faire la démarche, de vous intégrer, de vous intéresser à l'endroit où vous allez et aux personnes. Ça demande du temps parce que c'est aussi tout un aspect administratif auquel on ne pense pas toujours, mais voilà, il faut se renseigner sur les lois, sur la sécurité aussi des pays. Ça vraiment, voilà, c'est important. Et surtout rester ouvert aux personnes, mais rester ouvert aux opportunités parce qu'on en a toujours, et rester ouvert aux rencontres aussi. Je pense que ça c'est primordial. Là, vous avez en face de vous quand même 2 personnes qui, à l'âge de 15 ou 16 ans, ont décidé d'être profs de français à Malte, en Australie, et qui l'ont fait. Donc je pense que le message qu'on peut vous donner, c'est que vraiment, si vous voulez faire, si vous sentez au fond que c'est ce que vous devez faire, il faut y aller. Il faut se donner les moyens, saisir les opportunités, aller chercher provoquer la chance. Mais rien n'est impossible. Non. Donc voilà, c'était la vidéo de témoignage de mon amie Noémie, prof de FLE en Croatie. Si vous avez des commentaires, des réactions, n'hésitez pas à le faire. Mettez un petit like si vous avez aimé la vidéo parce que ça aidera YouTube à la proposer à des personnes